Cette fillette mendiante de 4 ans dit à un millionnaire « Ils vont me vendre à des hommes qui achètent des enfants. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé 30 minutes après. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va arriver. Votre opinion est très importante et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Votre aide est très importante. » Ce mardi après-midi à Annecy était plus chaud que la normale pour un mois de mai. Valentin Dubois, 52 ans, marchait lentement sur la place centrale de la ville, ses pas résonnant sur le pavé que sa famille avait contribué à poser des décennies auparavant. L'odeur sucrée de ses confiseries artisanales imprégnait encore ses vêtements, mêlés à l'arôme de cannelle et de cassonade qui l'accompagnait toujours depuis qu'il avait repris la petite fabrique laissée par son père. Ses yeux marrons, marqués par des rides d'expression qui avaient autrefois témoigné de rire, mais qui ne portaient plus que de la lassitude, observaient distraitement les enfants jouant dans le square. Cela faisait 3 mois que Colette était partie, et chaque jour sans elle semblait plus difficile que le précédent. La solitude de la grande maison, où seuls ses propres pas résonnaient, le consumait lentement. C'est alors qu'il sentit quelque chose de petit et de désespéré, agrippé sa jambe droite. Valentin baissa les yeux et vit une fillette d'environ 6 ans, pieds nus, avec des vêtements sales et déchirés. Ses cheveux châtains étaient emmêlés, son visage maigre était couvert de terre, mais ce sont ses yeux qui le frappèrent, comme un coup de poing dans l'estomac, grand, sombre, débordant de larmes et de terreur pure. « S'il vous plaît, monsieur », murmura-t-elle, sa voix tremblante brisant le silence de la place. « Aidez-moi. Ils vont me vendre à des hommes. Méchants. Je me suis enfui, mais elle va me retrouver. » Le cœur de Valentin s'arrêta un instant. Les mots de l'enfant étaient aussi innocents que dévastateurs. Il se baissa lentement, se mettant à sa hauteur, tout en sentant ses propres mains trembler. « Comment t'appelles-tu, ma petite ?» Sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'avait voulu. « Léa !» répondit-elle entre 2 sanglots, essuyant son nez sur la manche déchirée de son chemisier. « Tata Odette a dit que des hommes allaient venir me chercher aujourd'hui, qu'ils allaient m'emmener loin et que je ne reverrais plus les autres filles. Je l'ai entendu parler au téléphone d'argent, beaucoup d'argent. » Valentin sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il connaissait Odette de vue, une femme qui semblait toujours avoir beaucoup d'enfants autour d'elle, qui prétendait s'occuper d'orphelins et de mineurs abandonnés. Il n'avait jamais remis en question la situation, comme la plupart des habitants d'Annecy. Maintenant, il se demandait comment il avait pu être aussi aveugle. « Où habites-tu, Léa ?» demanda-t-il gentiment, remarquant comme elle se recroquevillait à chaque bruit plus fort venant de la rue. « Dans une maison près du Thioux. Il y a beaucoup d'autres filles là-bas. Tata Odette nous envoie mendier dans la rue tous les jours. Et si on ne rapporte pas assez d'argent, on n'a rien à manger. » Elle fit une pause, regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à être découverte à tout moment. « Mais aujourd'hui, je l'ai entendu dire que j'étais spéciale, que je valais plus que les autres. J'ai eu peur. » Les mots de l'enfant résonnèrent dans l'esprit de Valentin comme un cauchemar. Il regarda autour de la place, observant les gens, passer normalement, inconscient du drame qui se déroulait juste devant eux. Comment un enfant pouvait-il vivre cela dans sa ville et personne ne s'en rendait compte? « Tu as faim ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse à la façon dont elle regardait un vendeur de crêpes à proximité. Léa acquiesça vigoureusement et Valentin prit une décision qui changerait sa vie pour toujours. « Viens avec moi, on va te trouver quelque chose à manger. » Il l'emmena au café du coin, un établissement petit et accueillant où il connaissait les propriétaires depuis des décennies. Léa dévora un pain au chocolat et but un verre de lait avec une voracité qui brisa le cœur de Valentin. Pendant qu'elle mangeait, il observait chaque détail, les marques violettes sur ses bras qui semblaient provenir de doigts serrant trop fort, la façon dont elle protégeait la nourriture comme si quelqu'un allait la lui enlever à tout moment, la façon dont ses yeux ne cessaient jamais de surveiller la porte du café. « Léa, te souviens-tu de ce qu'était ta vie avant d'habiter chez Tata Odette ?» demanda-t-il prudemment. La fillette arrêta de manger un instant, ses yeux devenant distants. « Parfois, je rêve d'une dame qui sentait bon les fleurs. Elle faisait des petits gâteaux et chantait une jolie chanson. Sa voix devint encore plus basse,
Mais elle a disparu quand j'étais toute petite. Tata Odette a dit qu'elle ne voulait plus de moi. » Quelque chose dans la poitrine de Valentin se serra douloureusement. La description rappelait vaguement Colette, qui sentait toujours le parfum de jasmin qu'il lui offrait à chaque anniversaire et qui avait l'habitude de fredonner en préparant ses confiseries artisanales. « Comment est cette chanson ?» demanda-t-il, presque sans s'en rendre compte. À sa grande surprise, Léa commença à fredonner doucement une mélodie qu'il connaissait très bien. C'était la même chanson que Colette chantait toujours quand elle était heureuse. Une chanson qu'elle disait avoir apprise de sa mère avant d'être adoptée alors qu'elle était encore enfant. Le monde de Valentin sembla légèrement basculer. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. « Où as-tu appris cette chanson, ma petite ?»« La dame au gâteau la chantait toujours pour m'endormir » répondit simplement Léa, reprenant à manger avec voracité. À ce moment-là, Valentin sut qu'il ne pouvait pas simplement laisser cet enfant retourner dans un endroit qui représentait un danger. Mais il n'avait aucune idée non plus de la façon dont une décision prise en quelques minutes pourrait déclencher une série d'événements qui révéleraient des secrets enfouis depuis des décennies dans sa propre famille. 3 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre sur la place, et Valentin n'arrivait pas à chasser Léa de ses pensées. Il avait ramené la fillette près du Thiou, où elle avait dit habiter, mais il l'avait observée de loin jusqu'à ce qu'il la voie disparaître entre les maisons modestes de la région. Le sommeil ne venait pas facilement, et quand il venait, il était interrompu par des cauchemars où il entendait la voix effrayée de Léa demandant de l'aide. Le vendredi matin, alors qu'il supervisait la production de confitures de lait à la fabrique, Valentin prit une décision. Il ne pouvait pas faire comme si rien ne s'était passé. Il demanda à son employé le plus ancien, M. Gérard, de prendre la relève et partit en direction de la région du Thiou. Il ne fut pas difficile de trouver la maison. C'était une construction en briques apparentes, avec de la peinture, écaillée et plusieurs enfants jouant dans la cour en terre battue. Ils semblaient tous avoir entre 4 et 12 ans, tous avec des vêtements rapiécés et des visages qui portaient une tristesse prématurée. Léa était assise seule sous un petit arbre, jouant avec des morceaux de branches. Quand elle le vit, ses yeux s'illuminèrent pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. « Monsieur Valentin !» Elle courut jusqu'à la clôture, basse qui séparait la maison de la rue. « Vous êtes revenu !»« Bien sûr que je suis revenu, ma petite. J'étais inquiet pour toi. » Il se baissa pour se mettre à sa hauteur. « Comment vas-tu » Avant que Léa puisse répondre, une voix rauque coupa l'air. « Qui êtes-vous et que voulez-vous à mes enfants ?» Valentin se retourna et vit une femme d'environ 50 ans, maigre, avec des cheveux noirs tirés en un chignon serré et de petits yeux qui l'analysaient avec méfiance. C'était Odette, sans aucun doute. « Je suis Valentin Dubois, de la fabrique de confiserie. J'ai rencontré Léa il y a quelques jours, et je suis venu savoir comment elle allait. »« Ah, c'est vous le monsieur des bonbons !» Le ton d'Odette changea légèrement, mais ses yeux restèrent froids. « Léa m'a dit que vous aviez été gentil avec elle. C'est bien de trouver des gens charitables dans notre ville. » Valentin observa. Comme Léa se recroquevillait quand Odette s'approcha, comme ses petites épaules se courbèrent instinctivement. La femme posa une main sur l'épaule de la fillette, mais le geste ne semblait pas affectueux, il semblait possessif. « Tous ces enfants sont orphelins ou ont été abandonnés, » continua Odette avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je les accueille par bonté chrétienne, vous comprenez, mais c'est difficile de nourrir autant de bouches. Si vous voulez faire un don... » En fait, interrompit Valentin, je pensais à quelque chose de différent. Que diriez-vous si Léa venait passer les après-midi chez moi? Elle pourrait aider avec de petites tâches à la fabrique, et en échange, elle aurait des repas et un endroit sûr pour jouer. Le silence qui suivit fut tendu. Odette serra l'épaule de Léa plus fort, faisant grimacer la fillette de douleur. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » dit Odette lentement. « Léa est une fillette spéciale. Il y a des gens intéressés à l'adopter officiellement. Des familles importantes de villes voisines, vous comprenez ?» La façon dont elle dit « spéciale » fit se tordre l'estomac de Valentin. C'était le même mot que Léa avait mentionné avoir entendu dans la conversation téléphonique. « Je comprends.
répondit-il calmement. Mais en attendant, elle pourrait bénéficier d'un environnement plus stimulant. Je vais y réfléchir. Odette traîna pratiquement Léa loin de la clôture. Revenez la semaine prochaine pour que nous en discutions. Et plus en détail. Ce soir-là, Valentin dînait seul dans sa grande maison silencieuse quand il entendit la sonnette retentir. Il était presque 21 heures, trop tard pour des visites occasionnelles à Annecy. Il ouvrit la porte et trouva Morgane, sa fille aînée, debout sur le seuil avec une expression sérieuse. « Papa, il faut qu'on parle, » dit-elle. Entrant sans attendre d'invitation, Morgane avait hérité de la personnalité déterminée de Colette, mais aussi de son entêtement. À 28 ans, elle était une avocate respectée qui avait bâti sa carrière à Lyon, ne venant à Annecy que les week-ends. Ses cheveux noirs étaient tirés en un chignon professionnel, et son tailleur sombre lui donnait une apparence intimidante. « J'ai entendu dire que tu te mêlais d'enfants abandonnés, » dit-elle, s'asseyant dans le fauteuil préféré de Colette. « Papa, tu ne peux pas penser à adopter un enfant inconnu. » « Qui t'a parlé de Léa ?» demanda Valentin, surpris. « Annecy est une petite ville, papa. Tout le monde t'a vu emmener une fillette sale au café du coin, et aujourd'hui tu as été vu chez cette Odette. » Morgane croisa les bras. « Tu as perdu maman il y a seulement 3 mois. Tu es vulnérable, tu prends des décisions émotionnelles sans penser aux conséquences. Cette fillette est en danger, Morgane. Et tu en es sûr ? Ou est-ce que tu projettes ta solitude sur un enfant qui pourrait très bien essayer de profiter de ta bonté ?» La voix de Morgane devint plus dure. « Papa, tu as bâti un patrimoine respectable, tu as des responsabilités, tu ne peux pas tout risquer pour une inconnue. » Valentin sentit la colère monter en lui. « Elle n'est pas une inconnue. Il y a quelque chose chez elle, quelque chose qui me rappelle ta mère. »« Maman ?» Morgane se leva brusquement. « Papa, s'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas en train de fantasmer que cette fillette est une sorte de connexion avec maman. C'est de la folie. Elle chante la même chanson que ta mère chantait, la chanson que Colette disait avoir apprise de sa mère biologique. » Morgane s'arrêta au milieu de la pièce, son visage pâlissant. « Beaucoup de gens connaissent des chansons populaires. Papa, ça ne veut rien dire. »« Si, ça veut dire. » La voix de Valentin devint plus ferme. « Et même si ça ne voulait rien dire, je ne vais pas abandonner un enfant qui a besoin d'aide. »« Alors, tu vas risquer notre famille pour une parfaite inconnue ?» Morgane prit son sac à main avec des mouvements brusques. « Papa, je t'aime, mais je ne vais pas rester les bras croisés à te regarder détruire tout ce qu'on a construit à cause d'une impulsion émotionnelle. » Elle se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. Et si cet enfant amène des problèmes, si cette Odette est vraiment dangereuse, tu y as pensé ? Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une menace. Après le départ de Morgane, Valentin resta seul dans son salon, regardant la photo de Colette sur l'étagère. Pour la première fois depuis le départ de sa femme, il sentit qu'il avait trouvé un but, mais les mots de Morgane résonnaient dans son esprit. Et s'il commettait une terrible erreur? Dehors, à son insu, une silhouette observait sa maison, depuis l'ombre, notant qui entrait et sortait, recueillant des informations qui seraient très précieuses dans les jours à venir. Une semaine s'était écoulée depuis la dispute avec Morgane, et Valentin n'arrivait pas à chasser Léa de ses pensées. Le lundi matin, alors qu'il vérifiait la production de confiture de courge à la fabrique, il reçut une visite inattendue. C'était Estelle, sa fille cadette de 25 ans, qui était arrivée de Lyon le dimanche soir. Contrairement à Morgane, Estelle avait le tempérament plus doux de Colette. Ses cheveux châtains tombaient librement sur ses épaules et ses yeux exprimaient la même gentillesse qui avait toujours caractérisé sa mère. En tant qu'institutrice, elle avait une sensibilité particulière envers les enfants. « Papa, Morgane m'a parlé de la fillette », dit Estelle, s'asseyant sur une chaise près de la table où Valentin calculait les coûts de production. « Je peux la rencontrer ?» Valentin leva les yeux, surpris. Il s'attendait à une autre confrontation comme celle qu'il avait eue avec Morgane. « Tu n'es pas venu me convaincre d'abandonner cette folie ?» demanda-t-il, utilisant les mots exacts
que Morgane avait dit au téléphone à Estelle. Je suis venu me faire ma propre opinion. Estelle sourit doucement. Tu sais que je fais confiance à ton jugement, papa. S'il y a un enfant qui a besoin d'aide, je veux la connaître. Cet après-midi-là, père et fille marchèrent ensemble jusqu'à la maison près du Thioux. Le décor n'avait pas changé. Les mêmes enfants jouaient dans la cour en terre battue, toujours avec des vêtements rapiécés et des expressions vides. Léa était assise au même endroit qu'avant, sous le petit arbre. Quand elle vit Valentin, elle courut jusqu'à la clôture avec un sourire sincère qui illumina son visage maigre. « Monsieur Valentin, vous êtes vraiment revenu. J'ai amené quelqu'un pour te rencontrer, dit-il, montrant Estelle du doigt. Voici ma fille, Estelle. Elle est institutrice et s'occupe d'enfants. Léa regarda Estelle avec une curiosité mêlée de timidité. Estelle s'accroupit, se mettant à la hauteur de la fillette. « Bonjour Léa, ton papa m'a parlé de toi. Est-ce que tu aimerais être mon amie ?» Quelque chose dans le ton affectueux d'Estelle dut toucher Léa, car elle acquiesça lentement. C'est alors qu'Odette apparut sur le pas de la porte, avec la même expression méfiante que d'habitude. « Monsieur Valentin, dit-elle, s'approchant d'eux, je vois que vous avez amené de la compagnie. Ma fille Estelle. Elle travaille dans l'éducation infantile, expliqua Valentin. Odette analysa Estelle de la tête aux pieds, calculant clairement quelque chose dans son esprit. C'est bien, peut-être qu'elle pourra m'aider avec certains des enfants. Ils ont besoin de discipline. Éducative. La façon dont elle dit le mot discipline fit froncer les sourcils à Estelle. En fait, dit doucement Estelle, je me demandais si Léa pourrait passer quelques après-midi avec moi. Je pourrais l'aider avec ses devoirs, lui enseigner quelques notions de base. Des devoirs? Odette rit de façon désagréable. Ces enfants ne vont pas à l'école, mademoiselle. Nous n'avons pas d'argent pour les uniformes et le matériel scolaire. Ils apprennent ce dont ils ont besoin, ici même, à se débrouiller dans la vie. Estelle tenta de dissimuler son choc, mais Valentin vit ses mains se fermer en poing. Est-ce que, tant qu'institutrice, l'idée d'enfant déscolarisé l'horrifiait. « Bien !» dit Estelle en contrôlant sa voix. « Néanmoins, je pourrais lui faire la classe à la maison, sans aucun frais. » Odette resta silencieuse pendant un long moment, ses petits yeux calculant avantages et inconvénients. « Je vais considérer la proposition, » dit-elle finalement. « Mais Léa est spéciale. Comme je l'ai dit à votre père, il y a des familles intéressées par elle. Des familles qui peuvent offrir beaucoup plus que des cours particuliers. » Pendant qu'elle discutait, Estelle observait Léa attentivement. La fillette était silencieuse, mais ses yeux ne cessaient de se déplacer entre les adultes et les autres enfants dans la cour. Il y avait quelque chose dans son comportement qui dérangeait Estelle. Une vigilance constante, comme si elle s'attendait toujours à un danger. « Léa !» appela doucement Estelle. « Aimerais-tu apprendre à mieux lire ?» Les yeux de la fillette s'illuminèrent pour la première fois pendant la conversation. « Je connais quelques lettres, » dit-elle timidement. « La dame au gâteau me les a apprises avant de... »« Avant de quoi ?» demanda Estelle, mais Léa regarda nerveusement Odette et resta silencieuse. « Avant rien, » coupa rapidement Odette. « Léa a trop d'imagination. Elle invente des histoires sur des personnes qui n'existent pas. » Sur le chemin du retour, Estelle était visiblement perturbée. « Papa, il y a quelque chose de très louche dans cette situation, » dit-elle dès qu'ils furent suffisamment éloignés de la maison. « Ces enfants ne vont pas à l'école, vivent isolés, et tu as vu comment Léa se comporte? Elle agit comme si elle avait toujours peur. »« Je sais, » répondit Valentin. « C'est pour ça que je dois l'aider. Ce n'est pas seulement de l'aide dont elle a besoin, papa, c'est un sauvetage. » Estelle s'arrêta de marcher et retint le bras de son père. « Je vais faire des recherches sur cette Odette. En tant qu'institutrice, j'ai des contacts à l'inspection d'académie. Si elle maintient des enfants en dehors de l'école, c'est peut-être un crime. » Ce soir-là, pendant qu'Estelle faisait ses recherches sur l'ordinateur, Valentin était dans la cuisine en train de préparer une collation quand il entendit des coups légers à la porte de derrière.
Il était presque minuit, et personne à Annecy ne sortait de chez soi si tard. Il ouvrit la porte avec prudence et faillit crier de peur. C'était Léa, seule, avec des vêtements encore plus sales et des larmes coulant sur son visage. « Monsieur Valentin, » murmura-t-elle, « aidez-moi. Tata Odette a dit que demain des hommes allaient venir me chercher. Elle a parlé au téléphone que l'affaire était conclue. » Valentin l'attira rapidement à l'intérieur, regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne l'avait suivi. « Comment es-tu arrivée jusqu'ici, ma petite ? » « Je me suis enfui après que tout le monde s'est endormi. Je me suis souvenu du chemin parce que je suis venu avec vous jusqu'au café. » Elle tremblait, plus de peur que de froid. « Monsieur Valentin, je ne veux pas partir avec les hommes. Tata Odette a dit qu'ils allaient m'emmener très loin et que ce serait mieux pour moi, mais je l'ai entendu rire après. Elle ne rit pas quand quelque chose est bon pour nous. » Estelle apparut dans la cuisine, attirée par le bruit, et fut choquée de voir Léa. « Mon Dieu, comment est-elle arrivée ici ?» Valentin expliqua rapidement pendant qu'Estelle préparait du lait chaud pour Léa. La fillette but avidement, ses petites mains tremblant encore en tenant la tasse. « Léa, » dit doucement Estelle, « te souviens-tu de quelque chose de ta vie avant d'habiter chez Tata Odette ?» La fillette ferma les yeux, se concentrant. « J'habitais dans une maison bleue avec un manguier dans le jardin. Il y avait une dame qui sentait bon les fleurs et qui faisait des petits gâteaux. Elle chantait cette jolie chanson pour m'endormir. » Léa ouvrit les yeux. « Mais un jour, elle n'est plus revenue, et des hommes étranges m'ont emmené chez Tata Odette. » Estelle et Valentin échangèrent des regards significatifs. La description de la dame correspondait exactement à ce que Léa avait raconté auparavant, sur quelqu'un qui rappelait Colette. « Comment était cette maison bleue ?» demanda Estelle. « Il y avait une véranda avec des fleurs jaunes et le portail faisait un drôle de bruit quand il s'ouvrait. » Léa fit une pause, et il y avait des photos sur un mur, beaucoup de photos de personnes souriantes. Valentin sentit son cœur s'accélérer. La description était incroyablement spécifique et détaillée pour qu'une enfant de 6 ans l'invente. « Léa, » dit-il prudemment, « connais-tu le nom de la dame au gâteau ?» La fillette réfléchit pendant un long moment. Elle m'appelait princesse et moi je l'appelais Florisbelle. C'était un joli nom, comme une fleur. Le monde de Valentin s'arrêta. Estelle laissa tomber la cuillère qu'elle utilisait pour mélanger le lait. Florisbelle était un nom rare, très rare. Et il y avait quelque chose dans la façon dont Léa le dit qui déclencha un souvenir lointain chez Valentin. Quelque chose que Colette avait mentionné des années auparavant, lors d'une de ces rares conversations sur le passé. Mais avant qu'ils ne puissent traiter complètement cette révélation, ils entendirent le bruit de voitures s'arrêtant devant la maison et des voix fortes s'approchant de la porte principale. Les coups à la porte principale résonnèrent dans la maison comme des coups de tonnerre. Valentin prit rapidement Léa dans ses bras et fit signe à Estelle de se taire. La fillette s'agrippa à son cou, tremblant violemment. « Monsieur Dubois !» La voix d'Odette coupa la nuit. « Nous savons qu'elle est là. Une de mes filles s'est enfuie et les voisins l'ont vue courir dans cette direction. » Estelle murmura rapidement à l'oreille de son père. « Emmène-la au grenier. Je vais ouvrir. » La porte. Valentin monta les escaliers silencieusement avec Léa, pendant qu'il entendait Estelle se diriger vers la porte principale. Le grenier de la maison était un espace qu'il visitait rarement depuis le départ de Colette. C'était là qu'elle rangeait ses affaires personnelles, des photos anciennes et des souvenirs de famille. « Bonsoir !» entendit-il la voix polie d'Estelle. « En quoi puis-je vous aider ? Je suis Odette Santos. Une enfant sous ma responsabilité s'est enfuie ce soir. Nous avons des raisons de croire qu'elle a pu venir ici. » La voix d'Odette était tendue, maîtrisant à peine sa colère. « C'est étrange, » répondit calmement Estelle. « Nous n'avons vu aucun enfant ici. Vous vous êtes peut-être trompé d'adresse. » Valentin plaça Léa derrière quelques vieilles caisses et murmura. « Reste bien tranquille, ma petite. Personne ne te fera de mal tant que je serai là. » En bas, la conversation continuait. « Madame, dit une voix masculine inconnue, nous avons une situation sérieuse ici. L'enfant a
Des engagements importants demain. Des personnes sont venues de loin, spécialement pour elle. Des engagements? La voix d'Estelle devint glaciale. Quel genre d'engagement une enfant de 6 ans peut-elle avoir à minuit? Le silence qui suivit fut pesant. Valentin descendit silencieusement quelques marches pour mieux entendre. « Écoutez, mademoiselle, » dit un autre homme, avec un accent qui n'était pas d'Annecy. « Nous ne voulons pas de problème. Nous voulons juste la fillette. Il y a des gens qui attendent. Et quand nous ne livrons pas ce que nous avons promis, vous menacez ma famille ?» La voix d'Estelle ne démontrait pas de peur, seulement une indignation froide. « Personne ne menace personne. » Intervint rapidement Odette. « Nous recherchons juste un enfant perdu. Il est naturel que nous soyons inquiets. »« Alors cherchez au commissariat, » répondit Estelle. « Si vous vous souciez vraiment du bien-être de l'enfant, c'est là que vous devriez être. » Valentin entendit des pas s'éloignant et des voix basses conversant à l'extérieur. Après quelques minutes, Estelle monta les escaliers. « Ils sont partis, mais ils ont laissé une voiture au coin de la rue, » murmura-t-elle. « Ils surveillent la maison. » Léa sortit de derrière les caisses et courut vers Valentin. C'est alors que quelque chose attira son attention, une caisse ouverte qui était tombée quand il avait placé Léa pour se cacher. Des photographies anciennes étaient éparpillées sur le sol. « Monsieur Valentin, » dit Léa, prenant une des photos. « Cette dame ressemble à Florisbelle. » Valentine prit la photographie et son cœur faillit s'arrêter. C'était une photo de Colette à 17 ans, enceinte, souriant timidement à l'appareil photo. Au verso était écrit avec la calligraphie délicate de Colette « Ma fille arrivera ». Bientôt, 1994. Estelle s'approcha et regarda la photo, puis Léa, puis la photo à nouveau. « Papa, dit-elle lentement, tu savais que maman avait eu une fille avant de t'épouser ?» Valentin resta silencieux pendant un long moment. C'était un secret que Colette lui avait confié seulement des années après leur mariage, lors d'une nuit de larmes et de remords. « Je savais, » admit-il finalement. « Ta mère a eu une fille quand elle était très jeune. Elle a été obligée par sa famille de la confier à l'adoption. Elle m'a raconté que l'enfant s'appelait Florisbelle et qu'elle avait été adoptée par une famille d'ici, d'Annecy. » « Et tu n'as jamais essayé de la retrouver ?» demanda Estelle, incrédule. « Ta mère a demandé de ne pas chercher. Elle a dit qu'il serait mieux pour la fillette de grandir sans connaître la vérité. Mais elle a toujours regretté cette décision. » Valentin regarda Léa, qui observait la photo avec fascination. Colette disait qu'elle chantait une chanson, spécifique pour Florisbelle quand elle était enceinte, la même que Léa chante. Estelle prit plus de photos dans la caisse. Il y en avait plusieurs d'une maison bleue avec un manguier dans le jardin, exactement comme Léa l'avait décrit. « C'était la maison où maman habitait quand elle était jeune, » expliqua Valentin. « La maison de vos grands-parents. »« La véranda avec des fleurs jaunes, » murmura Léa, touchant la photo. « Je me souviens de cette maison. J'habitais ici avec Florisbelle. » La réalisation frappa Valentin comme un éclair. Si Léa avait raison, si elle avait vraiment habité dans cette maison avec une dame nommée Florisbelle, alors... « Papa, » dit Estelle, sa voix tremblant, « tu penses ce que je pense. » Avant que Valentin ne puisse répondre, ils entendirent un bruit en bas. Quelqu'un était entré dans la maison. « Restez ici, » murmura Valentin. Mais quand il arriva en haut de l'escalier, il entendit une voix familière. « Papa, Estelle, où êtes-vous » C'était Morgane. Ils descendirent et trouvèrent Morgane dans le salon, avec des vêtements froissés et une expression inquiète. « Il y avait des hommes étranges qui rôdaient autour de la maison, » dit-elle. « Je les ai vus partir et je suis entrée par la porte de derrière. Qu'est-ce qui se passe ici ?» C'est alors qu'elle vit Léa descendant les escaliers derrière Estelle, tenant toujours la photo ancienne. « Papa !» s'exclama Morgane. « Tu as ramené cet enfant chez nous, au milieu de la nuit ? C'est un enlèvement. » Elle s'est enfuie d'une situation dangereuse, défendit Estelle. Cette Odette essayait de la vendre à des hommes inconnus. Et tu as des preuves de ça ? Ou vous croyez les paroles d'un enfant effrayé ? Morgane prit son téléphone portable. Je vais appeler la gendarmerie.
Il faut que ce soit réglé officiellement. Non, cria Léa, courant se cacher derrière Valentin. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas, ils vont me faire mal. Morgane s'arrêta, voyant la terreur véritable dans les yeux de la fillette. Pour la première fois, son expression sérieuse vacilla. Morgane, dit Estelle doucement, montrant les photos. Avant de prendre une décision, tu dois voir ça. Estelle expliqua rapidement au sujet de Florisbelle, la fille que Colette avait eue avant son mariage, et les similitudes entre l'histoire de Léa et leur famille. Morgane regarda les photos, puis Léa, puis les photos à nouveau. Son esprit, analytique d'avocate, était clairement en train de traiter les informations. « Même si c'est vrai, dit-elle finalement, même si cet enfant est notre nièce, ça ne change rien au fait qu'elle appartient techniquement à la tutelle de cette Odette. Légalement, nous commettons un crime en la gardant ici. » « Parfois, dit Valentin avec une fermeté qui surprit même lui-même. Faire ce qui est juste est plus important que faire ce qui est légal. À ce moment-là, ils entendirent le bruit de voitures s'approchant à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait plus de voitures, et les voix à l'extérieur étaient différentes. « Gendarmerie, ouvrez la porte, nous avons un mandat de perquisition. » Léa se mit à pleurer, s'accrochant à Valentin avec désespoir. Estelle et Morgane échangèrent un regard, sachant que leur vie était sur le point de changer pour toujours. Dehors, Odette hurlait des instructions aux gendarmes, sa voix chargée d'une fausse inquiétude maternelle. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'elle avait joué une carte beaucoup plus puissante qu'une simple dénonciation d'enfants disparus. La vérité sur qui était réellement Odette et pourquoi elle avait autant de pouvoir sur les autorités locales était sur le point d'être révélée de la manière la plus terrifiante possible. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. 2 gendarmes entrèrent, suivis d'Odette et d'un homme bien habillé que Valentin reconnut comme maître Armand Lemaire, un avocat influent de la ville. Ce qui le choqua le plus, c'est de voir le 3e homme qui entra. C'était Monsieur Lemaire, une personne qui fréquentait l'église de la famille depuis des années. « Valentin », dit Lemaire avec un ton formel qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. « Je regrette beaucoup cette situation, mais nous avons reçu une dénonciation grave. » Odette s'avança, adoptant une posture de victime convaincante. « Monsieur le gendarme, » dit-elle au gendarme le plus âgé, « comme je l'ai expliqué, Léa est une enfant sous ma tutelle légale depuis 3 ans. Elle a des problèmes de comportement sérieux et s'enfuit constamment, inventant des histoires pour manipuler les gens bons. »« C'est un mensonge !» s'exclama Estelle. Mais Morgane retint rapidement son bras. Maître Lemaire ouvrit une chemise et montra des documents officiels. « Nous avons ici toute la documentation légale. Odette Santos est tutrice officielle de 17 mineurs en situation de risque, dont Léa Silva. Son travail est reconnu et soutenu par la mairie. » Valentin sentit le monde tourner autour de lui. Comment avait-il pu être aussi naïf? Odette n'était pas seulement une exploiteuse solitaire, elle avait un réseau de protection officielle. « Papa » murmura Morgane, « si elle a des documents légaux, nous ne pouvons rien faire maintenant. » Léa s'accrocha encore plus fort à Valentin, ses petits doigts crispés sur sa chemise. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, « ne me laissez pas partir avec elle. Je promets que je serai sage. » Le cœur de Valentin se brisa, mais avant qu'il ne puisse parler, Estelle fit un pas en avant. « En tant qu'institutrice du réseau municipal, j'ai le droit de questionner la situation éducative des enfants sous la tutelle de Madame Santos, » dit-elle avec une autorité qui surprit tout le monde. Léa m'a dit qu'elle ne fréquentait pas l'école. C'est obligatoire par la loi. Maître Lemaire sourit avec condescendance. Tous les enfants sous la garde d'Odette reçoivent une éducation à domicile adéquate, approuvée par l'inspection d'académie. Alors, vous ne vous soucierez pas si je vérifie ces registres demain, répliqua Estelle, sortant son téléphone portable. J'ai des contacts directs à l'inspection. Pour la première fois, Valentin vit une fissure dans le masque d'Odette. Ses yeux se plissèrent dangereusement. « Mademoiselle, » intervint Monsieur le maire, « nous ne remettons pas en question votre inquiétude, mais il y a des procédures légales à suivre.
L'enfant doit rentrer chez elle aujourd'hui. » C'est alors que Morgane, qui était restée observer silencieusement, fit un pas en avant. « En tant qu'avocate, dit-elle, j'aimerais examiner ces documents de tutelle. J'ai le droit de solliciter une vérification de leur légitimité. »« Ce ne sera pas nécessaire, » dit maître le maire rapidement. « En réalité, si, » insista Morgane, sa voix gagnant le ton professionnel qu'elle utilisait devant les tribunaux. « Surtout étant donné que mon père m'a informé de certaines irrégularités dans le traitement de cet enfant. » Odette perdit patience. « Écoutez, » dit-elle, sa voix perdant son ton doux, « Léa est une menteuse compulsive qui invente des histoires pour attirer l'attention. Elle a fait ça avant avec d'autres familles, causant des problèmes inutiles. » « Quelles autres familles ?» demanda Estelle immédiatement. Le silence qui suivit fut révélateur. Odette réalisa qu'elle en avait trop dit. « Ce n'est pas pertinent, » intervint maître le maire. « Nous devons résoudre cette situation maintenant. » Mais Léa, qui était restée silencieuse, se dégagea soudainement de Valentin et courut vers Odette. « Tata Odette, » dit-elle avec une innocence terrible, « je peux leur raconter au sujet des autres messieurs qui venaient chercher les filles. Ceux dont tu as dit de ne parler à personne ?» Le visage d'Odette pâlit instantanément. Maître le maire fit un pas nerveux en arrière, et même monsieur le maire parut mal à l'aise. « Léa, arrête d'inventer des choses, » dit Odette avec une voix faussement calme, mais ses mains tremblaient. « Je n'invente pas, » continua Léa, sa voix claire et déterminée. « Je me souviens de Carla, qui avait des cheveux longs comme Tata Estelle. Elle a beaucoup pleuré quand les messieurs sont venus la chercher. Et de la petite Anna, qui n'avait que 4 ans. Le monsieur avec une grosse voiture a dit qu'elle était parfaite, parce qu'elle était toute petite. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Les gendarmes eux-mêmes commencèrent à échanger des regards mal à l'aise. « Combien d'enfants ont quitté votre maison ces 2 dernières années, Odette ?» demanda Morgane avec sa voix d'avocate. « Plusieurs ont été adoptés par des familles aimantes, » répondit Odette, mais sa voix était clairement nerveuse maintenant. « Des familles que vous n'avez jamais revues, » ajouta simplement Léa. Comme Tata Odette disait toujours, « Maintenant, elles ont une meilleure vie et elles n'ont pas besoin de revenir ici. » Estelle prit à nouveau son téléphone portable. « Je vais appeler les services sociaux maintenant, » dit-elle. « Cette situation nécessite une enquête complète. »« Non !» Maître le maire s'avança. « Ce n'est pas nécessaire. Peut-être pouvons-nous trouver une solution temporaire. »« Quel genre de solution ?» demanda Valentin, parlant pour la première. « Voix depuis l'arrivée de la gendarmerie. » Monsieur le maire et maître le maire échangèrent un regard, calculant clairement les options. « Peut-être que Léa peut rester ici quelques jours, » dit lentement monsieur le maire, « pendant que nous vérifions la documentation. » Odette explosa. « C'est absurde. Elle est ma responsabilité légale. »« Et elle le sera à nouveau, » dit maître le maire rapidement, « dès que nous aurons éclairci quelques questions bureaucratiques mineures. » Valentin réalisa ce qui se passait. Ils avaient peur. Peur de ce que Léa pourrait révéler. Peur d'une enquête plus approfondie. Ils essayaient de gagner du temps. « Très bien, » dit Morgane, « mais je veux une documentation officielle de cette décision. Et je veux une enquête complète sur tous les enfants qui sont passés par la tutelle de Madame Santos ces 5 dernières années. » Odette lança un regard de haine pure à Léa, puis à la famille Dubois. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez, » murmura-t-elle, trop bas pour que les gendarmes l'entendent, mais assez fort pour que tout le monde dans la famille l'entende. Après que tout le monde soit parti, la maison resta dans un silence pesant. Léa était épuisée, s'endormant sur le canapé pendant qu'Estelle la couvrait d'une couverture. « Papa, » dit Morgane, « maintenant je comprends pourquoi tu as voulu la protéger. Mais nous venons de déclarer la guerre à des gens très puissants. » « Alors qu'il en soit ainsi, » répondit Valentin, regardant Léa dormir paisiblement pour la première fois depuis des jours. « Certaines guerres valent la peine d'être menées. Mais aucun d'eux n'imaginait que la véritable bataille ne faisait que commencer et que les secrets sur Florisbelle et la connexion réelle de Léa avec la famille seraient révélés d'une manière qui changerait tout ce qu'ils pensaient savoir sur Colette.
et sont passées. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit de la confrontation. Léa s'était adaptée étonnamment bien à la routine de la maison des Dubois. Estelle avait pris la tâche de l'éduquer, découvrant que la fillette était extrêmement intelligente et désireuse d'apprendre. Morgane, initialement réticente, commença à s'attacher à la petite, surtout quand Léa l'aidait à organiser des documents légaux avec une précision impressionnante pour son âge. Le jeudi matin, pendant que Léa jouait dans le jardin avec des poupées qui avaient appartenu à Morgane et Estelle, Valentin reçut une visite inattendue. C'était Madame Irène, une dame de 78 ans, qui avait été sage-femme à Annecy pendant plus de 50 ans avant de prendre sa retraite. « Valentine, mon enfant, dit-elle, s'asseyant dans le salon avec une certaine difficulté, je dois te raconter quelque chose d'important au sujet de cette fillette dont tu t'occupes. Madame Irène, vous connaissez Léa? Non seulement je la connais, répondit-elle, ses yeux brillants d'un mélange de tristesse et de détermination. J'ai aidé à la mettre au monde, et j'ai très bien connu sa mère, Florisbelle. Valentin appela Estelle et Morgane, qui se joignirent rapidement à la conversation. Madame Irène demanda à voir Léa, et quand la fillette s'approcha, la vieille dame sourit avec des larmes dans les yeux. « Elle est le portrait de sa mère au même âge, » murmura-t-elle. « Mêmes yeux, même façon d'incliner la tête quand elle est curieuse. »« Madame Irène, » dit doucement Estelle, « qu'est-il arrivé à Florisbelle ?» La sage-femme soupira profondément avant de commencer. Florisbelle a été élevée par la famille Moreau, des gens bien qui l'ont adoptée quand elle était bébé. Elle a grandi en sachant qu'elle était adoptée, mais n'a jamais su qui étaient ses parents biologiques. À 17 ans, elle est tombée amoureuse d'un garçon d'une ville voisine, est tombée enceinte et ils se sont mariés rapidement. Elle s'arrêta pour prendre une gorgée d'eau qu'Estelle avait apportée. Ils ont habité dans la maison bleue qui appartenait aux grands-parents du mari. Florisbelle était une mère merveilleuse. Elle s'occupait de la petite Léa avec tant d'amour. Mais le mari a commencé à fréquenter les mauvaises personnes, devait de l'argent à des usuriers. Un jour, il a disparu sans prévenir, laissant Florisbelle seule avec l'enfant. « Et alors ?» demanda Morgane, visiblement émue par l'histoire. Florisbelle s'est battue pour subvenir seule aux besoins de sa fille pendant près de 2 ans. Elle travaillait en faisant des gâteaux pour les vendre, comme sa mère Colette, sans connaître la connexion. Mais les dettes du mari la poursuivaient. Les créanciers menaçaient de prendre la maison. Madame Irène regarda directement Léa, qui écoutait attentivement sans comprendre complètement ce qui était discuté. C'est alors qu'Odette est apparue. Elle s'est présentée comme assistante sociale. Elle a dit qu'elle connaissait une famille riche dans une autre ville qui voulait adopter Léa temporairement. Juste jusqu'à ce que Florisbelle réussisse à se réorganiser financièrement. « Temporairement ?» répéta Valentin, son cœur s'accélérant. Florisbelle ne voulait pas, mais elle était désespérée. Odette l'a convaincue que ce ne serait que pour quelques mois, qu'elle pourrait rendre visite à sa fille quand elle le souhaiterait. Madame Irène essuya une larme. 3 jours après que Léa ait été emmenée, Florisbelle est apparue chez moi en panique. Elle avait découvert qu'Odette n'était pas assistante sociale, qu'il n'y avait pas de famille adoptive temporaire. « Qu'est-ce qu'elle a fait ?» demanda Estelle, tenant la main de Léa. Elle a essayé de dénoncer Odette, mais a découvert qu'elle avait une protection. Le gendarme de l'époque a dit qu'il n'y avait pas de preuves, que peut-être Florisbelle était confuse à cause du stress. Florisbelle a passé des mois à chercher sa fille, mais Odette l'avait bien cachée. Madame Irène se leva et alla à son sac à main en sortant une enveloppe jaunie. Avant que Florisbelle, avant qu'elle ne parte, elle m'a donné ceci. Elle a demandé que si un jour quelqu'un de sa famille biologique apparaissait, je remette cette lettre. Valentin prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Au verso était écrit « Pour ma mère biologique, si elle est encore vivante, ou pour ma vraie famille ». Avec soin, il ouvrit la lettre et commença à lire à voix haute. « Si quelqu'un lit ceci, ça signifie qu'ils ont réussi à retrouver ma fille, Léa. Je m'appelle Florisbelle Silva. Oui, Silva. J'ai découvert que c'était mon nom de famille à travers une recherche que j'ai faite quand Léa est née.
j'ai découvert que ma mère biologique s'appelait Colette, qu'elle habitait à Annecy, et qu'elle m'avait confiée à l'adoption quand j'avais 17 ans. La voix de Valentin faiblit. Estelle continua à lire. J'ai toujours rêvé de retrouver ma vraie famille, surtout après la naissance de Léa. Je voulais qu'elle connaisse sa grand-mère. Mais quand j'ai essayé d'enquêter davantage, j'ai découvert que Colette s'était mariée et avait une famille. Je n'ai pas voulu perturber sa vie. Maintenant que j'ai perdu ma fille à cause de cette femme terrible, je demande seulement que, si vous la retrouvez, vous lui disiez que sa mère et sa grand-mère l'ont aimée depuis le premier jour. Morgane termina de lire la lettre, ces mots, entrecoupés par l'émotion. Il y a quelque chose de plus que vous devez savoir au sujet d'Odette. Elle ne travaille pas seule. J'ai découvert qu'il y a d'autres personnes impliquées, des personnes importantes de la ville. Elles vendent des enfants à des familles riches qui n'arrivent pas à adopter légalement. Gardez cette information en lieu sûr. Un jour, quelqu'un de courageux exposera la vérité. Ma fille Léa est la petite fille de Colette. S'il vous plaît, prenez soin d'elle. Avec amour, Florisbelle. Le silence dans la pièce était absolu. Léa, bien qu'elle ne comprenne pas complètement ce qui se passait, réalisa que quelque chose de très important avait été révélé. « La dame au gâteau était ma mamie ?» demanda-t-elle avec sa petite voix. « Oui, ma princesse, » répondit Valentin, l'embrassant fort. « Ta mamie Colette t'aimait beaucoup, même sans savoir que tu existais. » Madame Irène compléta l'histoire la plus terrible. Florisbelle n'a pas supporté la perte de sa fille et le désespoir de ne pas réussir à la récupérer. 6 mois après, elle est partie de tristesse. Elle est morte de chagrin, comme on disait autrefois. Dans les jours qui suivirent, Morgane utilisa ses connexions légales pour lancer une enquête complète sur Odette et son réseau. La lettre de Florisbelle fut fondamentale comme preuve. D'autres familles de villes voisines commencèrent à se manifester, relatant des situations similaires. L'enquête révéla qu'Odette faisait partie d'un stratagème qui opérait depuis plus de 10 ans, vendant des enfants à des familles disposées à payer des sommes élevées pour des adoptions illégales. Monsieur le maire et maître le maire étaient profondément impliqués, fournissant de faux documents et une protection juridique. 3 mois plus tard, pendant le procès qui devint le plus grand scandale de l'histoire d'Annecy, Léa obtint finalement sa situation légalisée. Valentin obtint sa garde définitive, non seulement comme un étranger bienveillant, mais comme son grand-père légitime. La fillette, maintenant âgée de 7 ans, fréquentait l'école où Estelle travaillait. Elle était devenue une enfant joyeuse et en sécurité, bien qu'elle ait encore des cauchemars occasionnels. Morgane, qui avait initialement résisté à la présence de Léa, devint sa tante la plus protectrice, lui enseignant ses droits et la justice. Un après-midi de dimanche, 6 mois après le procès, la famille était réunie dans le jardin de la maison. Léa jouait sous le manguier que Valentin avait planté en mémoire de Colette et Florisbelle quand elle commença à fredonner la même mélodie qui avait connecté leur vie. « Papy Valentin, » dit-elle, courant vers lui, « tu crois que mamie, Colette et ma maman sont ensemble maintenant ?» Valentin la prit dans ses bras, regardant Estelle et Morgane qui sourirent à travers leurs larmes. « J'en suis sûr, ma princesse, et elles doivent être très fières de la fillette courageuse que tu es devenue. » En cet après-midi ensoleillé d'Annecy, alors que 3 générations de la famille Dubois étaient finalement réunies, une petite fille qui avait tout perdu a trouvé non seulement un foyer, mais a découvert que l'amour véritable trouve toujours un chemin de retour à la maison, même à travers la plus grande obscurité.